Avec nous pour le grand débat ce soir dans OVPL, André Gattolin. Bonsoir, sénateur La République En Marche des Hauts-de-Seine. Danielle Simonet, oratrice nationale de la France Insoumise, conseillère de Paris. Bonsoir. Fabrice Vaisser-Redon, journaliste au groupe EBRA. Et Pierre Jacquemin, rédacteur en chef de la revue Regard. Merci à tous les quatre d'être ici. André Gattolin, effectivement, pas grande révolution finalement dans ce remaniement. Peut-être juste une remarque, des profils plus politiques. Vous le constatez vous aussi et vous l'approuvez ? Très clairement, c'est-à-dire bien sûr, il faut chérir la présence de la société civile, mais appartenir à la société civile, avoir une autorité, c'est pas une attaque vis-à-vis de Nicolas Hulot, qui par ailleurs est quelqu'un que j'aime beaucoup, mais ça ne fait pas nécessairement la capacité d'action. On est dans un pays, qu'on le veuille ou non, qui est très organisé, très judiciarisé, très organisé de manière administrative. C'est très compliqué de gérer un ministère. Et moi, je viens de la société civile, heureusement, j'ai fait le pas il y a 7 ans. Même aujourd'hui, je ne me sentirais pas en capacité de gérer un ministère au regard des objectifs politiques qu'on peut avoir en tant que personne politique et la capacité qu'on a réellement de les mettre en œuvre, quel que soit le gouvernement. On va poursuivre ce tour de table. Je voudrais juste attirer votre attention sur ce tweet de Roger Carucci, sénateur des Hauts-de-Seine. On propose l'écologie à De Rugy ou l'exécutif veut quelqu'un de plus maniable à la présidence de l'Assemblée nationale. Vous êtes d'accord, Danielle Simonet, ce choix de François De Rugy, c'est plus pour choisir un ministre qui sera plus politique, on vient de le dire, mais aussi peut-être plus docile? Ce qui est sûr, c'est que la constance de M. Rugy, excusez-moi, mais moi les particules, je les garde pas. Sa constance a toujours été l'opportunisme. Son grand regret, c'est de ne pas avoir été ministre sous Hollande. Il n'est pas là pour ses grandes convictions écologiques et sa capacité à se battre sur ces dossiers-là. Il faut quand même tirer la leçon de la démission de Nicolas Hulot. La démission de Nicolas Hulot, je ne suis pas d'accord avec vous, c'est pas l'échec au sens l'ouverture à la société civile n'est pas possible. C'est la politique de Macron, finalement, elle est totalement incompatible avec la prise en compte des enjeux écologiques. Et d'ailleurs, c'est ce que dit Nicolas Hulot lorsqu'il démissionne. Grosso modo, il nous explique que le libéralisme est incompatible avec l'écologie. Et finalement, dans la dégringolade de Macron à laquelle on assiste, qui a commencé par l'affaire Benalla et qui là se solde par à la fois la démission de M. Nicolas Hulot et peut-être ce soir par l'annonce de la fin du prélèvement à la source. Je veux dire, on voit bien que la Macronie, eh bien, le nouveau monde qu'on nous avait promis, eh bien, les masques tombent. C'est l'ancien monde ultralibéral, lobbyiste, classique. Fabrice Vaisser-Redon, c'est sévère ce que dit Danielle Simonet. François de Rugy n'est pas là pour ses convictions, il est là par opportunisme. C'est aussi ce que vous imaginez? C'est ce qui va lui être reproché parce qu'il a beaucoup fluctué dans ses appartenances politiques ces dernières années. Après, il a quand même fait un gros boulot à l'Assemblée nationale, il faut lui reconnaître ça. Il a fallu quand même qu'il tienne une assemblée un peu compliquée, il y a quelque chose d'assez novateur. Il va se retrouver dans une situation qui sera certainement très difficile. Moi, en tout cas, j'ai écouté avec attention tout à l'heure la passation de pouvoir. Je n'ai entendu que des gens qui pleuraient. Des gens tristes. Qu'est-ce que ça veut dire selon vous? Ça veut dire qu'ils ont du pain sur la planche, qu'ils ont probablement des convictions, mais qui ne sont pas sûrs du tout d'avoir les moyens de mettre en œuvre leur politique. Souvenez-vous, M. Rugy à l'Assemblée nationale, il s'est quand même fait remarquer par la manœuvre qui était par exemple de faire voter le sujet du glyphosate à 2h du matin. Il nous fait croire depuis que c'est un renonce, que ça y est, la France, dans 3 ans, va arrêter le glyphosate. C'est un mensonge pas possible. On sait pertinemment que le gouvernement Macron a simplement fait en sorte qu'on autorise l'utilisation du glyphosate pendant 3 ans et dans 3 ans, on verra. C'est-à-dire qu'on pourra le poursuivre. On va juste terminer ce tour de table parce que Pierre Jacquemin n'a pas encore pris la parole. Je vous en prie. Oui, moi je crois qu'il y a en tout cas dans la manière dont s'est exprimé François de Rugy tout à l'heure, il y a une déception. Je pense qu'il n'a pas du tout envie de prendre le ministère qui est un ministère casse-gueule, pour le dire assez brutalement. Mais je pense que c'est un ministère casse-gueule parce que les objectifs qui sont fixés aujourd'hui par le monde entier, que ce soit les ONG, que ce soit les écologistes, les purs, ceux qui défendent les grands enjeux climatiques, environnementaux, savent bien qu'aujourd'hui la politique, ce que vient de dire Danielle Simonet, d'ailleurs
la ligne politique de ce gouvernement, tant qu'il n'y a pas une inflexion, c'est ce qu'a dit Nicolas Hulot, il n'y aura rien qui changera, rien ne changera. Donc je pense que fondamentalement, François de Rugy n'avait pas vocation, ou en tout cas n'avait pas vraiment l'intention ni l'envie d'arriver dans ce gouvernement. Il était très bien au niveau du perchoir, et c'est aussi là le problème, c'est qu'aujourd'hui on voit bien que c'est un tour de passe-passe politique qui a primé sur la décision de ce gouvernement, de ce remaniement. Et puis quand même, ça pose question aussi sur le système politique dans lequel on est. On voit bien aujourd'hui, on l'a vu avec le quinquennat de François Hollande, avec quelqu'un qui a fait 6% à une primaire et il se retrouve, c'est M. Valls, il se retrouve à être Premier ministre. Et aujourd'hui, on se retrouve avec quelqu'un qui a été candidat à une primaire, qui est François de Rugy, qui a fait à peine 4% des voix à la primaire socialiste. Il se retrouve avec le 4e personnage de l'État et aujourd'hui propulsé numéro 2, voire numéro 3 en fonction de l'heure protocolaire du gouvernement. Donc ça pose un problème en termes de démocratie et en même temps aussi de répartition des pouvoirs. Parce que qu'est-ce qui se passe? On voit bien qu'aujourd'hui, tous les ministres, personne n'a le pouvoir. On dit qu'il y a des ministres techniques, des ministres très politiques, des ministres très qui seraient issus de la société civile. On s'aperçoit finalement que la ligne, elle est imposée par l'Élysée et les conseillers du président de la République. Il n'y a pas de réel pouvoir des ministres. Les ministères ont perdu de leur pouvoir politique. Ce sont devenus des super chefs d'administration. Ils ne sont là que pour gérer les décisions du président de la République. Donc finalement, quel que soit le casting qui soit connu aujourd'hui de ce remaniement, la ligne politique reste la même et le cap politique reste la même avec aucune marge de manœuvre des ministres. C'est là le problème. Ouais, enfin, moi, c'est très jupitérien, voire très mitterrandien par certains aspects. Moi, je voudrais revenir sur la question de dire François de Rugy est un arriviste en politique, c'est quelqu'un qui n'est pas écologiste, c'est quelqu'un qui a un engagement dans l'écologie de longue date. Il n'aurait pas été président d'ailleurs du groupe écologiste à l'Assemblée nationale s'il n'avait pas fédéré des gens extrêmement différents. C'est un réaliste. C'est pas quelqu'un qui est effectivement dans l'anticapitalisme. Parce que je ne crois pas aujourd'hui. Oui, il rejoint Emmanuel Macron et je dois dire que sur Notre-Dame-des-Landes, il avait un parcours tout fait à la mairie de Nantes. Jean-Marc Ayrault le voyait comme son successeur. Quand il a dit « je suis contre Notre-Dame-des-Landes », il est sorti du système. Alors après, c'est un politique avec ses qualités. Il s'est beaucoup engagé sur la fiscalité écologique. C'est vrai, c'est quelqu'un qui essaye de rendre compatible l'économie libérale, comme dirait Dominique, et l'écologie. Daniel, pardon, excuse-moi. Oui, donc je crois que c'est sa tentative, c'est un réalisme. Emmanuel Macron n'a pas fait campagne sur l'environnement. En même temps, il en a bénéficié dans ses discours. Progressivement, il a intégré la transition écologique. Et je crois qu'aujourd'hui, si on veut avancer, c'est aussi en faisant changer le monde économique. J'ai une question concrète. La programmation pluriannuelle de l'énergie, PPE. Bon, le débat va retomber en octobre prochain. Bien. Nicolas Hulot était celui qui avait annoncé finalement le renoncement du gouvernement à la réduction de la part du nucléaire. En tous les cas, l'échelonnement tel qu'il avait été fait. Alors que monsieur Rugy, lors des primaires socialistes, eh bien, avait pris un engagement qui était d'aller vers le 100% énergie renouvelable. Est-ce que maintenant qu'il est ministre, il va aussi renoncer à tout cela? Je ne crois pas une seule seconde qu'il va engager une politique en faveur à la fois de la sortie des énergies carbonées et de la sortie du nucléaire. Alors vous n'y croyez pas, en tout cas c'est pas la tonalité des discours lors des passations de pouvoir qui se tenaient tout à l'heure. Nicolas Hulot a effectivement repris la parole pour la première fois depuis sa démission surprise sur France Inter. Il assure qu'il n'est pas résigné, que sa démission est le signal d'une nouvelle mobilisation et au passage il fait un peu pression sur son successeur. Écoutez. Mon geste est un geste d'espoir. Il n'a pas éteint l'espoir, il l'a réveillé. Je l'espère, je le souhaite, je vous le souhaite. Mon cher François, je n'ai pas, en l'état, réussi à combler cette ligne de faille entre deux cultures, entre deux intelligences, l'économie et l'écologie. Mais ça n'est pas une fatalité. Réponse dans la foulée de François de Rugy. Je suis ici pour agir avec méthode et détermination dans le temps. Fabrice Vesser-Redon, que pensez de ces conseils, voire de cette pression que met Nicolas Hulot sur son successeur? C'est un avertissement? Je ne sais pas si c'est un avertissement. En tout cas, il sait que François de Rugy bénéficiera certainement d'un peu moins de soutien de la part des écologistes dont lui a vraiment bénéficié encore aujourd'hui. Ça va être intéressant de voir ce qui va se passer là maintenant. Qu'est-ce que les écologistes vont faire de Hulot et que Hulot va faire des écologistes. Donc oui, certainement c'est un message. Alors tout ça, je trouve qu'il y a beaucoup, là c'est une approche très personnelle, mais bon, il y a beaucoup d'émotions.
crois qu'il y a beaucoup d'humanité aussi dans tout ça. Mais quand on regarde bien, quand on écoute l'intégralité de cette passation, ça manque un peu de charisme, tout ça. Ça manque un peu de charisme, tout ça. Ça faisait un petit peu brouillon. Je ne sais pas si vous l'avez écouté en intégralité. Ça faisait un petit peu brouillon. Il peut y avoir beaucoup. On parle de ministre d'État, là. Non, mais il y a quand même quelque chose qui m'interpelle. Vous pensez aux larmes de Nicolas Hulot, c'est ça? Pas seulement aux larmes. Il faut penser à la tonalité, au contenu, etc. Un peu d'amateurisme. Non, mais c'est vrai que c'est pas facile aussi pour François de Rugy de répondre à Nicolas Hulot dans ce contexte. Moi, je connais bien ce ministère, je connais bien ses proches, d'arriver comme ça, mais dire qu'il n'a pas les moyens de faire quelque chose, je pense que les gens oublient que François de Rugy, à l'Assemblée nationale, il a une écoute des députés de La République En Marche, qu'il y en a 80 quand même, qui régulièrement, sur les questions environnementales, ont voulu aller beaucoup plus loin que le gouvernement. Moi, j'ai soutenu ici, je n'ai pas gagné au Sénat, l'interdiction du glyphosate. J'ai été minoritaire, mais je vois que j'ai beaucoup de députés La République En Marche qui sont pour une voie plus écologique. Aujourd'hui, je dirais que ce n'est pas encore dans l'écosystème total de la pensée macronienne, pas à cause du président de la République nécessairement, parce qu'on est dans un mouvement qui est apparu très très rapidement et que là-dessus, il n'y a pas eu de vraie réflexion. Autant il y a une pensée fondamentale du président de la République sur l'Europe et sur l'importance que doit jouer l'Europe dans le développement de la France, mais aussi dans les relations internationales. Aujourd'hui, il hérite d'un traité sur le climat, d'ailleurs, qui est bien mal en point avec la position des États-Unis et d'autres pays. Il prend, je crois, la mesure progressivement. Il a eu une discussion très très longue sur ce sujet avec Daniel Cohn-Bendit, avec qui j'ai pu échanger. C'est quelque chose qui n'est pas peut-être originellement dans sa matrice, c'est dans son premier programme, mais je pense que personne ne peut. Attendez, Pierre Jacquemin, juste avant de vous donner la parole, je vais citer ce tweet de Yannick Jadot, qui est tout de même tête de liste des écologistes aux européennes. Mission difficile pour François de Rugy, membre éminent de la Macronie. Souhaitons-nous à tous qu'il résiste au lobby des pesticides, du nucléaire, de la chasse. Notre présent et notre avenir en dépendent. Pierre Jacquemin. Il a raison, il est tout là l'enjeu. L'enjeu, c'est de tenir tête, c'est ce qu'a dit Nicolas Hulot. Il faut prendre la mesure justement de ce qu'a dit Nicolas Hulot. Et je n'ai pas l'impression justement que ce gouvernement, ou en tout cas Emmanuel Macron et Édouard Philippe, ont pris la mesure de ce qu'a annoncé Nicolas Hulot. Nicolas Hulot, il a dit tout simplement, il faut changer de monde. Et effectivement, la tâche est très lourde. Et moi, je ressens dans l'émotion qui a été celle aujourd'hui de Nicolas Hulot, cette charge immense qui ne dépend pas effectivement que de l'État français, qui dépend d'enjeux planétaires. Mais encore faut-il qu'il y ait aujourd'hui au gouvernement français des gens qui aillent dire non au lobby qui aujourd'hui impose des amendements dans les textes de loi, qui imposent un certain nombre de directives à l'échelle européenne et qui reviennent sur le terrain français. Il est là l'enjeu. Et je ne vois pas dans François de Rugy aujourd'hui cette volonté d'agir en tant qu'écologiste, puisqu'on l'a bien vu que lorsqu'il a été intronisé au perchoir à l'Assemblée nationale, il était plus ou moins quand même manipulé par la majorité macronienne et qu'aujourd'hui, en se retrouvant là où il est, alors qu'il ne le souhaitait pas, il faut quand même écouter à un moment donné dans son discours, il le dit. Je n'avais pas prévu d'arriver aujourd'hui dans ce ministère et ce n'était peut-être presque même pas souhaité. Il le dit de manière très subtile, mais il le dit. Il rappelle quand même que c'était pas son souhait initial. Donc il se retrouve là à être manipulé, à devoir faire ce qu'on va lui demander de faire et rien d'autre. Donc les enjeux écolos, ils passent après les enjeux politiques. De la même manière que ce soir, peut-être, on s'apercevra que les enjeux liés à la réforme du prélèvement à la source, il n'est pas lié à un enjeu pour les Français, il est lié à un enjeu purement électoraliste. Il est là le problème aujourd'hui. C'est pour ça que tout à l'heure je parlais de la question du pouvoir et aussi la question de faire de l'électoralisme, c'est leur légitimité. Après, est-ce qu'il y a de la démagogie? Non, la légitimité, c'est les conditions, c'est de faire ce pourquoi on a été élu. On ne peut pas accuser un gouvernement de répondre à des lobbies qui n'ont rien à voir avec l'électoralisme, qui vont à l'encontre des électeurs. Il faut faire attention dans les relations. Oui, ces groupes existent. Et je pense qu'il faut parler aussi avec l'économie. Monsieur Gatelin, vous voyez bien, vous connaissez bien le système politique. Quand on s'aperçoit aujourd'hui que les ministères, quand je parlais de dépolitisation des ministères, on voit qu'aujourd'hui, les collaborateurs des ministres qui ont été réduits au nombre de 5, voire 10 dans certains ministères, il y en a 1 sur 10 qui est aujourd'hui issu d'un lobby. Donc les lobbies sont là, les lobbies, on le sait, ils sont là. Donc il faut tenir tête à ça. Je veux voir l'analyse statistique. Bien sûr, vraiment, le gouvernement Macron, c'est la caricature de la logique oligarchique de notre système. Mais qu'est-ce qui vous fait dire ça? Parce que vous avez énormément de pantouflage, énormément de va-et-vient entre des personnes qui sont issues du monde économique et de décisions de grandes entreprises et qui sont ensuite dans le politique ou dans le médiatique. Et vous avez une collusion entre ces trois mondes. C'est bien cela qui pose un véritable problème démocratique. Oui, mais... Quand
on se rend compte que là, on a un enjeu écologique majeur, que le jour du dépassement, c'est le 5 mai maintenant en France. Vous savez, quand dans le monde, c'est début août. C'est-à-dire le jour où on a consommé plus que la Terre n'est capable de régénérer sur une année. Voilà, dès le 5 mai en France, on a consommé tout ce qu'on aurait dû attendre pendant toute une année. Bon, il faut remettre en cause le mode de développement. Or, les grandes entreprises sont dans une logique, c'est la logique même du système, qui est d'exploiter au maximum les ressources naturelles pour un profit maximum. Tant qu'on aura un gouvernement qui défendra ces lobbies-là et non pas l'intérêt général, on aura ce problème-là. Mais juste une phrase, ce qui est intéressant dans la crise, l'accélération de la crise par la démission et les mots que Nicolas Hulot met sur la démission, c'est que la journée, par exemple, de samedi prochain, sur le climat, où vous avez des manifestations, des mobilisations partout dans le pays, je pense, va rencontrer un écho beaucoup plus important dans la population. Parce que je pense que de plus en plus, la conscience écologique est en train, fort heureusement, de gagner les citoyennes et les citoyens. On va laisser parler Fabrice. La question, de mon point de vue, c'est pas y en a-t-il plus ou y en a-t-il moins des lobbyistes. C'est est-ce que ça change? Est-ce que la transformation la volonté de transformation sur laquelle Emmanuel Macron a été élu au deuxième tour de l'élection présidentielle est engagée ou pas? Et c'est là-dessus sa problématique. André Gattolin, c'est une accusation grave de dire que c'est un gouvernement ou un mandat sous lequel les lobbies sont plus puissants que sous les précédents. Oui, comment vous réagissez à cela? J'aimerais en avoir les preuves. Il y a des éléments. L'a dit très clairement. Non, mais après, Nicolas Hulot n'est pas. Il a été dans l'exercice, il a été au cœur du Quand vous êtes dans l'écologie, il était en responsabilité. Effectivement, je discutais avec M. Puyani, qui est le patron de Total, qui apprenait la démission de Nicolas Hulot. Et il me dit, moi, je regrette parce que avec Nicolas Hulot, on s'est affronté, mais sur le fond, ma société Total doit aller vers les énergies renouvelables. Faut arrêter de félicité aujourd'hui par communiqué de presse de la nomination de François de Rugy. Qui le premier c'est quoi? Je ne sais pas, dites-moi. L'association de chasseurs de France qui s'est félicité du travail qui est mené par celui de... La raison pour laquelle Nicolas Hulot a sans doute démissionné de son poste. Supprimer la chasse à courre. Alors, il y a une autre critique intéressante qu'on a relevée dans l'opposition, toujours, c'est celle d'Éric Woerth. Voici son tweet. Mieux vaut être ministre que président de l'Assemblée nationale, point d'interrogation. Encore un coup porté à l'autorité et au statut de l'Assemblée des députés. Alors ça, je trouve ça complètement faux. Quand vous allez dans un système parlementaire, je reviens du Danemark et je connais bien les pays du Nord, je peux vous dire, un ministre n'est ministre que s'il a été élu et s'il est parlementaire. Et aujourd'hui, le fait d'avoir un président, un ancien président de l'Assemblée nationale qui devient ministre et qui a un certain nombre de soutiens au sein de l'Assemblée, je pense que ça peut renforcer sa capacité. Je suis comme vous, je pense qu'il faut en faire davantage sur l'écologie et la transition écologique. En fait, c'est pas davantage, c'est pas plus ou moins. Ah bon? C'est repenser complètement. Mais je ne crois pas. On me refait le coup. Alors, excusez-moi, ça fait 40 ans que je suis dans l'écologie politique. J'étais dans des combats à l'époque où j'avais des gens de gauche qui étaient productivistes. Je suis très content de voir que les gens, aujourd'hui, la lutte pour l'écologie, c'est la lutte contre le capitalisme et le système. Eh ben, les gens n'ont pas envie, fondamentalement, de changer de système. Il faut le réguler, il faut lui donner... Donc il faut forcément les concilier. De manger une alimentation ils ont envie de croissance, d'avoir un emploi aussi, et des salaires qui augmentent. De ne pas risquer leur vie parce qu'ils sont tous proches d'une zone à haut risque, parce qu'ils sont tous proches d'une centrale nucléaire. Donc on veut vivre en sécurité, avec un air respirable, avec une alimentation saine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire réorienter notre modèle agricole pour sortir du tout Monsanto. Ça veut dire qu'il faut sortir des énergies carbonées et du nucléaire, mais aussi repenser une sobriété énergétique. Voilà. Donc ça veut dire qu'il faut peut-être mettre de l'investissement dans nos bâtiments pour la sobriété énergétique. Donc ça veut dire des engagements totalement à rebours de ce qui est fait par Jacquemin, sur cette critique d'Éric Woerth, en gros, de François de Rugy, qui abandonne l'Assemblée nationale pour devenir ministre, est-ce que c'est un coup porté à la séparation des pouvoirs, comme le dit Éric Woerth? Ça pose un problème? Oui, je l'ai dit tout à l'heure, je pense qu'il y a un véritable problème politique. On voit bien que ce tour de passe-passe qui a consisté justement à libérer le poste de l'Assemblée nationale, qui est celui du perchoir, pour l'offrir à, sans doute, on verra, M. Ferrand ou quelqu'un d'autre, peu importe qui, mais en tout cas la place est faite. On verra. On voit bien que par ailleurs, le bilan de M. François de Rugy est quand même
pas excellentissime. Il y a qu'à interroger l'ensemble des groupes parlementaires pour s'apercevoir que le travail, en tout cas du président de l'Assemblée, n'a pas été le meilleur depuis la Ve République, voire sans doute est-il l'un des pires présidents de la Ve République. Et puis, plus globalement, c'est effectivement cet affaiblissement du pouvoir parlementaire. On le sait bien que notamment, si un jour il y a une réforme constitutionnelle, on voit bien que la volonté du président de la République, c'est de toujours affaiblir plus et davantage le Parlement. Et que pour ça, pour conduire une réforme comme celle-ci, il faut bien quelqu'un qui soit de cette majorité et qui soit un proche du président de la République pour conduire une réforme qui... Et une forme de docilité, vous voulez dire. En tout cas, à affaiblir le pouvoir parlementaire. Alors, on va prendre un petit peu de distance. On aime bien fouiller dans les archives sur Public Sénat et on a retrouvé une déclaration de Christophe Castaner qui prend un certain relief aujourd'hui. C'était le jour du premier conseil des ministres du gouvernement Philippe II. On est alors le 22 juin 2017. Écoutez ce qu'il disait à l'époque. Il a précisé que ce deuxième gouvernement avait vocation à durer longtemps et à réussir et à contribuer à la réussite de ce quinquennat. Et donc, en fait, ce gouvernement n'aura duré, entre guillemets, que 1 an et 3 mois. Comment vous percevez cette phrase aujourd'hui, Fabrice Vessert-Redon ? Est-ce que ce gouvernement s'est éteint ? Non. On n'a pas de Philippe III ce soir. Je vois pas de remaniement. On parle de remaniement. Je vois 2 ajustements. Et je pense que c'est très volontaire de la part d'Emmanuel Macron. Surtout pas de remaniement. Il veut faire de ces 2 départs, je dirais, un détail de l'histoire. Ils sont partis, Hulot veut partir, Flessel veut partir, qu'ils partent, j'ai des remplaçants sous la main. Ce sont des décisions personnelles, ce n'est pas lié à notre politique, c'est ça que ça veut dire ? Je crois que, précisément, il n'a pas voulu en faire une affaire d'État. Il en fait une affaire de personnes qui sortent du dispositif, 2 autres rentrent dans le dispositif, ce qui va d'ailleurs peut-être même permettre, vous l'évoquiez, de faire repartir sur de bonnes bases Richard Ferrand à l'Assemblée nationale. C'est intéressant que vous parliez juste d'ajustement, on parle quand même de poste de ministre d'État. Oui, mais enfin, il n'y a pas de changement de Premier ministre, on n'a pas changé le ministre de l'Intérieur, tous les autres ministres, je suis tout à fait d'accord sur cette analyse. La volonté, très clairement, en cherchant un remplaçant à Nicolas Hulot, la volonté du président de la République était que ce soit quelqu'un qui s'engage pour les 4 ans qui restent du mandat. Parce que l'instabilité ministérielle, et on aura sûrement un remaniement, on aura sans doute un Premier ministre à un moment dans ce quinquennat, après les européennes, c'est un peu ce qui est pensé, en tous les cas projeté. Mais très clairement, moi j'ai vécu le ministère de la Culture et le ministère de l'Écologie sous François Hollande. Les ministres changeaient constamment. On avait un dossier en cours, on découvrait qu'il y avait un nouveau ministre et que les documents sur lesquels on avait travaillé avaient été mis aux archives, à la casse ou passés au broyeur. Donc l'idée qu'il y ait une stabilité ministérielle, peut-être prendre quelqu'un de plus réaliste, comme François de Rugy, mais au moins quelqu'un dont on sait qu'on va engager les choses. Nicolas Hulot n'a pas tout perdu. D'ailleurs, c'est ce qu'il dit. Il a eu des gains, il a eu des avancées. Je pense qu'il faut que les gens poussent. Moi, je fais partie des gens qui viennent de l'écologie pour qu'on en fasse davantage. Je ne suis pas satisfait de la jauge aujourd'hui et je crois qu'il faut aller plus loin. Mais je crois aussi qu'il y a des enjeux. Il faut savoir que 70% des décisions environnementales sont prises au niveau européen. Si on n'est pas capable de construire un programme politique, un projet politique européen sur l'environnement, parce que ces dernières années... On retombe sur nos pattes, parce qu'on parlait tout à l'heure du glyphosate, quand on voit que ce gouvernement n'a pas été capable sur un dossier aussi concret... Il faut voir ce que l'Europe proposait. Elle proposait la prolongation automatique pour 5 ans. C'est un tour de passe-passe que celui de M. Macron, que de croire qu'il a fait le rapport de force avec l'Union européenne pour s'opposer à la prolongation de 5 ans, alors que ce qu'il fait en France, c'est une prolongation de 3 ans, avec par ailleurs la possibilité qu'au bout de ces 3 ans, ça se poursuit. Avec l'engagement d'en sortir dans 5 ans. Aucune volonté véritablement de mener le bras de fer de manière sincère sur l'Union européenne, qui elle continue d'imposer des accords de libre-échange. Regardez, est-ce que l'accord de libre-échange avec le Japon a été soumis au vote? Absolument pas. Est-ce que les parlementaires ont pu se prononcer? Est-ce que le peuple français a pu donner son avis? Est-ce que M. Rugy est en désaccord avec les accords de libre-échange du président de la République? C'est les règles européennes, c'est la compétence de l'Union. C'est une catastrophe pour le climat, les accords de libre-échange. C'est une catastrophe sur cette question. Un petit, même pas un remaniement, des ajustements, ce que disait Pierre Vessert-Redon. Alors, je pense qu'effectivement, c'est la volonté, en tout cas, du président de la République de montrer qu'il n'y a pas une crise politique dans notre pays, qu'il n'y a pas eu de problème Benalla, qu'il n'y a pas eu de problème d'Aquarius, il n'y a pas eu de problème d'affaires au sein de ce gouvernement, que tout va bien dans le meilleur des mondes et on continue comme ça. Donc c'est ça le message qui est envoyé ce matin avec le communiqué de l'Élysée, sans Perron, sans dispositif
effectivement, où on a le secrétaire général de l'Élysée qui définit et qui donne les noms des nouveaux ministres. Tout ça, c'est disparu pour juste un remaniement technique. Je pense que ça n'aura échappé à personne, mais que personne n'y croit véritablement et que sans doute dans les jours à venir ou dans les semaines à venir, il y aura d'autres événements qui vont sans doute impacter la politique de la politique de ce gouvernement. S'il y a une chose que ce gouvernement pourrait être en mesure de faire, mais je n'ai pas l'impression que ce soit la ligne directrice à l'Assemblée nationale, c'est peut-être de nommer une femme à un moment donné. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, où Emmanuel Macron s'était engagé sur la place des femmes en politique, on s'aperçoit que les noms qui circulent et qui ont circulé pour le ministère, à part Barbara Pompili qui a été nommée pour secrétaire de ce ministère d'État, mais aujourd'hui à l'Assemblée nationale, ça serait un beau signal d'envoyer une femme aujourd'hui au perchoir. André Gattolin. Barbara Pompili était pressentie pour présider l'Assemblée nationale. C'est elle qui a décliné. J'en ai parlé avec elle. C'est elle qui a décliné ce qui était un choix personnel parce qu'elle ne se voyait pas dans cette représentation institutionnelle. Oui, je pense que la présence des femmes doit être accrue. Et d'ailleurs, le remaniement poste à poste rendait les choses compliquées parce que moi, j'aurais préféré une femme à l'écologie. Je le dis. Ça n'enlève rien à François de Rugy. Pour le symbole ? Parce que je pense qu'il y a des femmes très compétentes pour être ministre. Mais je ne vais pas refaire le match. Le président. Tous les sujets, mais. Oui, mais sur ce sujet-là, j'ai quelques noms, mais je ne vais pas citer de nom. Non, il y a une décision qui a été prise par le président. Il se trouve que je connais François de Rugy et que je le connais très bien. Donc, je n'ai pas de problème sur sa capacité à gérer le ministère. Et je pense qu'il est capable en matière d'arbitrage, parce qu'il faut être un ministre 7 jours sur 7, toute l'année. C'est comme être parlementaire, on ne rentre pas chez soi en vacances, on termine, des fois on revient en séance, on passe la nuit. Et on doit s'arrêter là. Et ça, c'est une difficulté que beaucoup de gens n'ont pas encore tout à fait réalisé, compris au sein de ce gouvernement. Merci beaucoup à tous les quatre d'avoir participé à ce grand débat. C'est donc la fin de cette émission. On se retrouve demain à la même heure sur Public Sénat. N'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet, publicsénat.fr. 2 invités dans Territoire d'Info. Demain, il s'agit de Michel Sapin, ancien ministre des Finances, et de Fabienne Keller, sénatrice du Bas-Rhin. Très très belle soirée. Restez au cœur du débat.